bonsoir à tous. C'est un grand honneur pour moi et un grand plaisir d'avoir l'opportunité de parler à Bruxelles d'un poète des anciens Pays-Bas que je considère comme un des meilleurs poètes de son temps en langue latine. Et je tiens donc à exprimer ma très chaleureuse reconnaissance à l'Académie royale et au Collège Belgique, et notamment à son président François de Calataille et à Louis Mourès, qui ont soutenu ma proposition et organisé ma venue depuis Paris. Donc, comme vous le voyez, Segond n'est pas seulement poète. Le portrait que vous voyez, que fit de lui son ami, le peintre Jan van Scorel, rappelle qu'il était connu aussi bien pour ses poèmes que pour les médailles qu'il a gravées. Donc, sur la copie que vous voyez, il tient dans sa main gauche une médaille de sa maîtresse Julie, gravée par lui-même. Je vous ai mis la médaille à côté. Tandis qu'un livre contenant ses poèmes est posé sur la table qui se trouve devant lui. Donc j'ai découvert son œuvre grâce à Perrine Galland-Aline, qui a été mentionnée, à qui j'ai succédé à l'école pratique des hautes études et avec qui j'ai co-dirigé l'édition dont j'ai pas eu le courage d'apporter les 4 volumes parce que c'est très lourd, mais on peut en faire circuler faire circuler les 2 premiers. Et donc c'est avec Perrine Galland que j'ai co-dirigé l'édition des œuvres complètes qui est parue chez Draw à Genève l'an dernier, ce qui est un travail d'équipe dont je vous parlerai plus précisément dans le cours de mon exposé. Donc, dans le tombeau qu'il a composé pour le jeune poète, on vous l'a dit, il est mort à 24 ans, Pierre Louys a insisté sur la poésie érotique de Segond. Je vous lis juste la fin du tombeau de Pierre Louys. Il connut les secrets de la main dans la main, la ferveur de la bouche et la voix des prunelles. Il fut celui pour qui les belles sont plus belles. Son cœur nous brûle encore. Passons, va ton chemin. La beauté lui fit croire à la douceur de vivre. Le battement du sein palpitait dans ses vers. Ces mots luisent vers nous comme des yeux ouverts, et l'odeur de la femme enchante encore son livre. Donc c'est bien pour sa poésie érotique que Segond est passé à la postérité. Cependant, son œuvre est très variée, et nous avons essayé de montrer dans notre nouvelle édition qu'elle a aussi, et peut-être avant tout, une portée sociale et politique. Le poète y exhibe, y consolide des réseaux variés qui construisent son image, qui servent les intérêts de ses proches et des puissants, selon une pratique attestée du don du poème et contre-don. Et il chante en particulier l'empereur Charles Quint, qui a su exploiter les artistes et les hommes de lettres pour définir et asseoir sa souveraineté. Non, ça ne marche pas. Ah, voilà. L'œuvre a en effet été conçue comme un instrument de promotion individuelle et familiale. Donc, je vais vous présenter Jean Segond. Il est né le 15 novembre 1511 à La Haye, dans une famille en vue des anciens Pays-Bas. Il est en effet le fils de Nicolas Everhart, qui est un ami d'Erasme, qui était un juriste réputé. Everhart enseigna le droit civil à l'université de Louvain, dont il fut le recteur. Il fut membre du conseil provincial de Hollande, de Zélande et de West-Friesland, dont il obtint la présidence en 1510. Et en 1528, il fut promu président de la haute cour de Malines, qu'il présida jusqu'à sa mort en 1532. Donc son fils le représenta sur la médaille que vous voyez, elle a été gravée par Segond, et composa aussi un long poème funéraire de tonalité virgilienne où il évoque son père aux Champs-Élysées, et par une prosopopée qui est assez proche de la prophétie d'Anchise au chant 6 de l'Énéide, Anchise père d'Énée. Il lui confie le soin
d'attester de la certitude de la vie après la mort, de rappeler sa vertu et ses hauts faits, et d'exhorter ses enfants à suivre son exemple. Jean célèbre aussi dans 2 épigrammes l'œuvre de juriste de son père, et notamment, alors son ouvrage le plus connu à l'époque, qui est un ouvrage de topique juridique, dont certains pensent qu'il a été rédigé pour parfaire la formation juridique de ses fils. Donc, fidèle à son père, Second se destine, comme ses frères, à une carrière administrative et politique à laquelle ses poèmes, mais aussi ses médailles contribuent. Je vous ai sélectionné pour commencer 2 médailles. La médaille de gauche représente Nicolas Perrault de Granvelle, qui est un des principaux conseillers et confidents de Charles Quint et qui a joué un rôle très important dans la carrière de Second. La médaille de droite représente Franz von Craneveld, qui côtoya à Malines le père de Second, puis Jean lui-même. Il était ami d'Erasme, ami de Thomas More. Il fut au cœur du courant humaniste qui encouragea la fondation du collège trilingue à Louvain, comme en témoigne le revers de la médaille. Vous pouvez distinguer un vers du psaume 117 en latin, en grec et en hébreu. Et en français, ça donne « Ouvrez les portes de la justice ». Oups. Donc, si Second est la figure de proue de la famille, 2 de ses frères, donc Nicolas Nicolaï, qu'on va appeler maintenant Nicolas Grudius, et Adrian Nicolas, que nous allons appeler Adrianus Marius, furent aussi poètes, tout en menant une brillante carrière politique. Donc Grudius devint secrétaire du conseil privé de Charles Quint en Espagne, très prestigieux, et collecteur général des impôts en Brabant. Et son frère Marius fut avocat au Grand Conseil de Malines, puis membre de ce Grand Conseil, puis conseiller et bientôt chancelier de Gueldre et Zulfe. Les premières pièces de Second qui ont été publiées de son vivant le furent dans un recueil collectif qui a vraisemblablement été financé par son père et qui réunit des traductions de Lucien par les 3 frères et par leur professeur Rumold Stenmeulen. Par ailleurs, Nicolas Grudius et Adrianus Marius jouèrent un rôle décisif dans la diffusion des œuvres de leurs frères. Vous avez vu qu'il était mort très tôt. Et donc ces œuvres furent pour la plupart publiées après la mort de Second. Et donc c'est aux frères qu'on doit l'édition que vous voyez en 1441, donc la publication de l'édition Princeps, la première des œuvres complètes de Jean Second. Et peu de temps après, un professeur belge, Bonaventure Vulcanus, consacre en 1612 la célébrité du trio des 3 frères belges, on les appellera dorénavant ainsi, en éditant une édition collective des œuvres poétiques des 3 frères. La réception des poèmes de Second doit donc prendre en compte cette dimension familiale du projet poétique, qui est perceptible à la fois dans les pièces que se consacrent les membres de la famille, dans les poèmes qui sont consacrés par les 3 frères à un même événement ou à l'imitation d'une même source, et enfin dans l'organisation et dans la structuration des œuvres complètes qui ne respectent pas la chronologie de la composition des poèmes, mais les classent par genre littéraire. Donc c'est ce classement par genre littéraire que nous avons repris dans l'édition des œuvres complètes qui est parue chez Drault, que je vais vous présenter brièvement afin de rendre hommage à mes collègues. Donc notre édition est loin d'être la première, mais elle présente la particularité de tenir compte du manuscrit préparatoire, qui est partiellement autographe, de la première édition de 1541. Donc c'est un manuscrit qui est conservé à la Bodleian Library à Oxford. Le texte de notre édition a été établi par un collègue belge, le philologue Pierre Tuinman, qui a magistralement reconstitué l'histoire de ce manuscrit préparatoire.
Pierre Tuinman est malheureusement décédé en 2016, et donc c'est un de ses étudiants, Werner Gelderblum, qui a repris le flambeau et qui a terminé l'édition et l'apparat critique. Comme je vous le disais, nous avons conservé l'ordre adopté dans l'édition de 1541, mais nous avons ajouté des poèmes politiques qui avaient été biffés sur les manuscrits et qui avaient donc été censurés par les frères de Second parce qu'ils les avaient jugés offensants pour les cours anglaises et françaises. Alors, il s'agissait en effet d'épitaphes de Thomas More et de Catherine d'Aragon, donc des poèmes très hostiles à Henri VIII, et d'épigrammes contre François Ier, qui ont été composés peu après février 1536, des épigrammes ouvertement obscènes, aussi obscènes que celles que Catulle consacre à Jules César, et qui sont très virulentes. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer l'épigramme 25 qui exploite la symbolique de la confrontation du coq et de l'aigle. Donc le roi de France, symbolisé par le coq gaulois, y est comparé à un chapon, aussi irresponsable que belliqueux face à l'aigle impérial de Charles Quint, attaché à la paix et paré de toutes les vertus. Donc après lui avoir rappelé la captivité espagnole, les nombreux coqs ensevelis en Italie, Second recommande à François Ier une expédition en Phrygie où, en l'honneur de la grande déesse Cybèle, il se castrerait lui-même à la manière des Galles pour honorer la déesse. Je vous lis la fin du poème dans la traduction française. Va sur les cimes élevées du mont Ida, adore la mer coiffée de tours, de tes mains sonnent les creux tambourins et les horribles corps rauques, et pris de fureur, ces traits préparés pour l'ennemi, plonge-les dans ton aine en un sanglant massacre. Voilà ce qu'il faut aux Gaulois, et non prendre les armes, ni faire sonner terre et mer au bruit des guerres. Donc Second se souvient ici du poème 63 de Catulle, qui racontait comment, arrivé dans un bois phrygien, Atys s'était lui-même livré à cette opération de castration. Et Second emprunte à Catulle de nombreux détails, comme la présence des tambourins, instruments de Cybèle par excellence. Et c'est l'homonymie, puisque Gallus en latin signifie à la fois coq, gaulois et Galle, qui permet à Second de s'attaquer à la virilité du roi lui-même. Or, ce rapprochement qui est suscité par l'homonymie, par la mythologie, par la littérature antique, trouve aussi un autre sous-entendu, une autre racine, dans le rapprochement diplomatique que François Ier tente d'opérer dans ces années-là avec le Grand Turc qui règne justement sur l'antique Phrygie. Et il est très vraisemblable que Second se place dans une ligne espagnole de propagande idéologique anti-française qui dénonce en François Ier un ami des infidèles et du Grand Turc en particulier, et cela au moment où Charles Quint, lui, vient de remporter la victoire de Tunis et fait alors figure de rempart de la chrétienté. Donc ces pièces censurées, nous les avons réintroduites à la place qu'elles occupaient dans le manuscrit préparatoire. Alors, un mot sur l'édition, je vais juste défiler les pages de titre pour mentionner mes collègues et puis vous la décrire un petit peu. Donc le premier volume comprend l'introduction générale et les 3 livres d'élégies que j'ai traduits et commentés avec Émilie Séris. Le deuxième volume comprend les 29 poèmes funéraires qui ont été traduits par Nathalie Catellani et Catherine Langlois-Pézeret, et comprend aussi les 92 épigrammes qui ont été traduites et commentées par Anne et Stéphane Rollet. Le troisième volume, auquel ont contribué Perrine Galland, Suzanne Laburde, Arnaud Lémé et Astrid Kilian, comprend Les Baisers, c'est l'œuvre la plus connue de Second, ainsi que les 2 livres d'épîtres en vers et 12 odes. Et enfin,
Le dernier volume, auquel ont contribué donc Anne Boucharin, Karine Descoings, Colin Fréniaud, Perrine Galland, Louise IV, Sylvie Léniaud-Fontaine, Olivier P. Deflou, Sandra Provini et Aline Smesters, une Belge, comprend les sylves et les poèmes consacrés à la mort de Jean II, auxquels nous avons ajouté les 25 lettres en prose qui sont conservées et 3 récits de voyage, donc voyage de Malines à Bourges, de Bourges à Malines et de Bruxelles vers l'Aragon, dont Pierre Tuneman a montré par une analyse graphologique des manuscrits des 2 premiers qui sont conservés à la bibliothèque universitaire de Leyde, que le premier est un autographe de second et que le second doit être attribué à son frère Marius. C'est donc d'une œuvre collective que je vais vous parler aujourd'hui, et nous sommes bien sûr tributaires des travaux antérieurs consacrés à Second, et en particulier des ouvrages de nos collègues belges, donc Alfred Decker et Jan-Pieter Guépin, qui nous ont été très très précieux. Donc j'ai organisé ma conférence de la façon suivante. Dans un premier temps, j'aimerais montrer que l'ancrage biographique et la fonction sociale des poèmes de Second en font les témoins privilégiés de son parcours. Et je vais suivre en fait ce parcours dans l'ordre chronologique. J'aborderai ensuite les enjeux patriotiques de son œuvre et la façon dont il évoque sa, ou plutôt ses petites patries. Et enfin, j'essaierai de montrer, je serai plus rapide, en quoi ces poèmes érotiques contribuent aux ambitions politiques et patriotiques du jeune poète. Alors, c'est à Malines que Marguerite d'Autriche, la tante de l'empereur Charles Quint, qui assura la régence des Pays-Bas avant l'émancipation de son neveu, puis en reprit à la gouvernance à la demande de celui-ci, avait installé sa cour. Et donc elle attira des savants, des poètes, des artistes que Second put fréquenter grâce aux relations de son père. C'est à Malines qu'il composa le cycle des élégies à Julie, qui est le premier vrai succès de sa carrière, et c'est sans doute à Malines qu'il découvrit l'art de la gravure avant de se tourner vers la cour impériale de Bruxelles et l'université de Louvain. Donc, désireux de faire une carrière comparable à celle de son frère Grudius, Second travailla à se faire connaître de Marguerite d'Autriche et de Charles Quint dans les années 1530 et 1531. Et pour ça, il utilisa la poésie. Donc, il commença par célébrer 2 événements majeurs. Donc, il consacre une élégie à la paix des dames, conclue en août 1529, à laquelle avait contribué Marguerite d'Autriche, et une ode au couronnement de l'empereur Charles Quint à Bologne, le 24 février 1530. Ces 2 poèmes, vous voyez la page de titre, ont été publiés en 1530 dans une plaquette probablement financée par le père de Second, et plaquette qui a été offerte à Marguerite d'Autriche, et on sait qu'un autre exemplaire de la plaquette a été offert à Charles Quint. Donc on voit comment la promotion familiale passe par une stratégie de publication et de diffusion auprès des prisons. Donc Charles Quint, donc je vais prendre l'exemple de l'ode qui célèbre le couronnement de l'empereur. Second choisit de rivaliser avec Horace, qui avait célébré Auguste et le retour de l'âge d'or dans une de ses odes, l'ode 4.2. Donc je vous lis le français. « Joie en vous, citoyens, applaudissez, applaudissez. Joie en vous par le monde homme de bien. De vos sombres soucis, de vos mordantes peines, délestez votre cœur. Il a reçu, comme le méritait son chef sacré, les couronnes tant attendues. Enfin, lui, le très bon, le très grand. Lui, le maître à venir du monde errant. Me trompais-je? Ou n'est-ce là ce qu'au poète bouillonnant, le visionnaire saintien, Apollon,
vient annoncer « Toutes tes prédictions de grâce, que les dieux les accomplissent, Apollon. Que se le dise l'Orient, que se le dise l'Occident, seul et tout-puissant notre César Charles, l'être le plus doux, le plus clément, que jamais siècle donna ou donnera. » Je vais m'arrêter là. Donc vous voyez que la célébration du couronnement associe, j'ai mis les sources sous la partie latine, un souvenir de Catulle, Gaude, Gaudete, enfin réjouissez-vous, une référence à l'introïte, donc réjouissez-vous toujours en Dieu, de la messe du 3e dimanche de l'Avent, qui est le point culminant dans l'attente de la naissance du Messie. Et selon une ancienne tradition, les princes chrétiens étaient en effet couronnés à l'église le dimanche du Gaudete. Et donc la célébration du souverain pouvait se nourrir des chants d'allégresse que l'église entonnait à l'approche de la venue du Sauveur. Donc on voit comment Second confère une dimension messianique et universelle à l'empereur nouvellement couronné, conformément au mythe impérial dont le traité sur le couronnement de Girolamo Balbi, qui avait été composé à la demande du parti impérial en 1530, tente d'asseoir les fondements juridiques. Dans ce traité, Balbi affirme qu'il n'existe théoriquement sur Terre aucune limitation au pouvoir de l'empereur et que tous les princes doivent respect et dévotion à son autorité puisqu'il est le seul à avoir reçu son pouvoir de la main de Dieu. Et on reconnaît aussi dans le poème la vision politique du grand chancelier de l'empereur que Second a pu fréquenter, Mercurino di Gattinara. En effet, la lecture de textes eschatologiques, comme ceux de Joachim de Flore, avait convaincu Gattinara que Charles Quint pouvait être le prince qui réaliserait la prophétie évangélique annoncée par Jean, c'est-à-dire l'unification du monde sous un seul pasteur. Donc Mercurino vise la suprématie d'une monarchie universelle, supranationale, qui est célébrée dans ce poème. Donc Charles Quint fit son entrée solennelle à Bruxelles le 24 janvier 1531 pour tenter de régler un certain nombre de problèmes, notamment l'inextricable affaire du divorce du roi Henri VIII avec Catherine d'Aragon, donc tante de sa tante. Donc Jean II utilise la présence, toutes les occasions pour célébrer l'empereur. Donc il célèbre son arrivée dans une ode, il célèbre son anniversaire et il tire profit du climat rigoureux de l'hiver pour célébrer la compensation de l'absence du soleil par l'éclat apollinien de l'empereur. Alliant l'éloge poétique à la gravure, il offre à l'empereur une médaille avec son effigie gravée par ses soins. Et cette médaille, il en fournit l'interprétation dans un poème, l'élégie 3.2, dont je vous montrerai une partie. Donc sur le revers de la médaille sont représentées les armes de l'empereur, les 2 colonnes d'Hercule, qui sur les armoiries de Charles Quint étaient accompagnées de la devise Plus Ultra, et le portrait de l'empereur figure sur la face principale de la médaille. En 1530, Charles Quint renonce à l'image chevaleresque du souverain bourguignon pour adopter un autre modèle, le modèle classique et triomphal de l'empereur romain. Et ce modèle, il est codifié notamment par Antonio de Guevara dans un livre sur Marc Aurèle. La nouvelle image de l'empereur s'accomplit progressivement dans les portraits qui sont réalisés de 1530 à 1532. Elle est illustrée de manière exemplaire par le Charles Quint en armure de Titien, mais on l'a perdu. Mais le tableau que vous voyez, donc Charles Quint avec un chien, qui est conservé au musée de Madrid, permet de reconstituer le processus d'élaboration du visage de l'empereur. Comme l'a montré Diane Baudard, Titien estompe les détails et réinterprète le prognatisme des Habsbourg
qu'on voit de moins en moins, pour créer une expression noble et inspirée. Mais cette adaptation de l'apparence extérieure de Charles Quint au modèle impérial classique n'a pas trouvé une traduction figurée immédiate. Et vous voyez que la médaille gravée par Second maintient le prognatisme et est plus proche du portrait peint par Christoph Amberger que de celui de Titien. Donc son portrait conserve des traits du modèle iconographique précédent, et vous repérez notamment la coupe bourguignonne au carré. Donc, c'est à l'élégie qu'il revient de conférer, je vais vous la montrer, une aura symbolique et une dignité impériale aux traits représentés, puisque le modèle iconographique, c'est le précédent. Donc la description, vous en voyez une partie, souligne les qualités morales de l'empereur. En contemplant son propre portrait, le souverain peut voir des traits de caractère qui n'ont rien de vulgaire: honneur, douceur, dignité. Et l'élégie est construite en diptyque et juxtapose le portrait de Charles Quint à celui de Néron, qui prend évidemment une valeur d'antithèse. Donc, le monstre sanguinaire, meurtrier de ses proches, de sa mère, auteur de l'incendie de Rome, s'oppose en effet en tout point à l'empereur Charles, dont la médaille doit faire connaître à la postérité, j'ai dû mettre les mots en jaune, la piété, la loyauté, l'amour de la religion et le sens très scrupuleux de la justice. Alors, je poursuis dans la vie de Second. En mars 1532, Second et son frère Marius partent en France, pour Bourges, pour compléter leurs études en droit romain auprès de la star du droit de l'époque, qui est le Milanais André Alcia, réputé dans toute l'Europe pour son enseignement. Précurseur de Cujas, Alcia est un des premiers humanistes à avoir commenté les corpus juridiques à l'aide de l'histoire et des langues anciennes. Or, Alcia se signale aussi par ses œuvres poétiques. Vous connaissez probablement ses emblèmes, qui associent un texte et une image, qui ont connu un très grand succès européen. Et Alcia a aussi traduit en latin 165 épigrammes grecques, donc du recueil d'épigrammes antiques qu'on appelle l'anthologie grecque. Et l'anthologie grecque, à cette époque-là, ça va évoluer ensuite, est une compilation byzantine du XIIIe siècle, rassemblée par Maxime Planude. Elle vient d'être éditée en Italie en 1494, et elle suscite un très grand engouement chez les humanistes qui rivalisent pour proposer des traductions ingénieuses, ce que fera aussi Second dans ses épigrammes. Donc, alors que les mythes de l'inspiration et de la vocation poétique ont exploité le motif du retrait du monde imposé par la pulsion d'écriture, on voit ça chez Boccace, par exemple, qui va composer de la poésie contre son père en se retirant du monde. Second, lui, loin de s'abstraire de la cité, revendique, comme ses frères, une intégration sociale. Et Bonaventure Vulcanus en témoigne, puisque dans la préface de son édition de 1612, il va qualifier les trois frères belges de poètes et en même temps jurisconsultes. Et donc celui qui incarne le modèle du poète en même temps jurisconsulte, c'est Alcia. Et donc Second lui rend hommage dans la première épigramme du recueil, qui célèbre la double compétence de l'humaniste, dont le temple est habité par deux divinités, Astrée et Mercure. Je vous lis le poème, un extrait du poème en français. Oui, la Vierge, donc c'est Astrée, a bien délaissé le ciel, mais à la condition de pouvoir faire route avec Mercure comme guide. Elle se mit en route, fixa d'abord ici ses pas timides, où elle règne à présent, unie à son guide Dicère.
Sur un mode nouveau, les décrets issus de son âme austère s'ornent des dons offerts par une éloquence enjouée. Donc Cicéron avait créé une sorte de contraction d'Hermès et d'Athéna. Ici, Second propose une variante, une association entre éloquence et sagesse, symbolisée par l'union de Mercure et d'Astrée, qui doit louer le caractère innovant de la conception humaniste du droit, dont Alcia est le représentant, puisque c'est une conception philologique du droit. C'est cette double compétence qui est représentée sur la médaille d'Alcia gravée par Second. Donc vous voyez que sur une des faces, il est gravé de profil, barbu, avec une toque de docteur, vêtu d'une toge de juriste, et l'inscription est importante, je traduis, André Alcia, jurisconsulte et comte palatin. La distinction de comte palatin, attribuée par le pape Léon X, conférait à Alcia le privilège d'octroyer lui-même le titre de docteur. Donc c'était un privilège important. Donc voilà, première face, le juriste. Sur l'autre face, sur le revers, figure une sentence en grec de Ménandre, je ne sais pas si vous la distinguez bien, je vous traduis. Le fruit d'un homme juste n'est jamais perdu. Et vous voyez deux cornucopies, des cornes d'abondance, devant un caducée. Le caducée, c'est le symbole d'éloquence lié à Mercure. De même que les cornes d'abondance, on peut les interpréter de multiples façons, mais on peut supposer qu'elles représentent la fécondité poétique. Donc, étape 2, le séjour à Bourges et la rencontre très importante avec Alcia. Étape suivante, en mai 1533, Second part rejoindre son frère Nicolas Grudius à la cour de Charles Quint en Espagne. Et en mai 1534, il a enfin un poste digne de lui, qu'il estime digne de lui. Il est nommé secrétaire du nouvel archevêque de Tolède, Juan Pardo de Tavera. Et on pensait que Juan Pardo de Tavera pouvait espérer devenir pape. Et donc, dans leur correspondance, les frères expriment le rêve, alors Second dit songe d'alchimiste, que Grudius et lui pourraient se retrouver au service des deux maîtres du monde, l'empereur et le futur pape. Alors, ça ne s'est pas produit, mais bon, le séjour a une grande importance dans la carrière de Second et se traduit sur le plan poétique par un cycle élégiaque et des épîtres d'exil à la manière d'Ovide. En 1534, à la tête de troupes ottomanes, Soliman le Magnifique, qui est implanté à Alger, sème la terreur en Méditerranée orientale en attaquant les côtes napolitaines et en prenant Tunis. Charles Quint donc, décide d'un périple militaire pour reprendre la ville et il prévoit que Second l'accompagne pour décrire l'expédition. Donc Second est extrêmement heureux de cette proposition de l'empereur et il se montre si enthousiaste que dans une lettre à un de ses frères, il donne les premiers vers de l'épopée avant même d'être parti. Malheureusement, alors pour Second, pour nous, un accès de fièvre quarte va avoir raison de la participation de Second à l'expédition. Donc nous n'avons pas l'épopée qui était prévue, mais à défaut d'épopée, Second a composé 2 épigrammes en forme d'éloge. J'ai retenu la deuxième,
qui mêle les tonalités élégiaques et épiques en convoquant l'Énéide. Second, imagine que Charles Quint, descendant d'Énée et de Iule, c'est le fils d'Énée, comme tous les Romains, ils sont appelés Énéades, et comme tous les empereurs romains, débarque à Tunis, Nouvelle-Carthage, pour y réparer la faute du héros virgilien. Et la faute du héros virgilien, c'était d'avoir abandonné Didon, reine de Carthage, pour aller fonder Rome. Et le résultat avait été, vous savez, le suicide de Didon. Et donc, dans une prosopopée qui sert de pointe, la reine confesse que la gloire de l'empereur est supérieure à celle de son ancêtre et qu'il eût mieux valu pour sa propre célébrité qu'elle fût tombée amoureuse de Charles Quint et qu'il eût au lieu d'Énée causé sa mort. Je vous lis les 2 derniers vers du poème. « Tu diras, crois-moi, si j'étais morte en brûlant pour lui, la cause de ma mort m'eût valu plus d'honneur. » Bon, rhétorique encomiastique un peu lourde, mais efficace. Donc, vous voyez que l'épigramme transfère à Charles Quint l'épithète pius, pieux, qui est l'épithète de qualité d'Énée. Énée qui est le modèle de dévouement à la communauté familiale, à son père, à la patrie, au Dieu. Pourquoi pius? Parce que l'empereur vient ici racheter la mort de Didon, sauver Tunis, servir le Dieu chrétien en menant une guerre sainte contre l'infidèle. Donc je vous l'ai dit, second tombe malade, il ne part pas à Tunis, il doit quitter l'Afrique, il arrive alors en France, il séjourne un peu à Poitiers, il devient secrétaire de Georges d'Egmont, l'évêque d'Utrecht, et à l'été 1536, arrive enfin le poste suprême souhaité, Charles Quint fait de lui son secrétaire et lui propose une mission à Rome auprès du pape. Et c'est là que, emporté par un accès de fièvre, Second meurt. Donc destin brisé au moment où il allait enfin accéder à ce poste suprême de conseiller de Charles Quint, mais on constate que la poésie, comme la gravure, reflète et sert l'ambition du jeune homme. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette première section. Alors, une fois ce cadre posé, j'aimerais maintenant examiner, en face à des Belges, la dimension patriotique de l'œuvre de Second. Stratégie aulique et exaltation de la patrie se conjuguent dans la célébration de ce qu'on appelle la translatio imperii, c'est-à-dire le transfert de pouvoir, qui est réalisé par Charles Quint, originaire de Gand, lorsqu'il séjourne à Bruxelles de janvier à novembre 1531. Hop, j'avance. Voilà. Donc Jean II célèbre l'arrivée de l'empereur à Bruxelles dans l'Otsis et son frère Marius fait de même dans une élégie. Les 2 frères soulignent le contraste entre la tristesse et le deuil provoqués par la mort de Marguerite d'Autriche, qui est morte quelques mois auparavant, et la joie et le soulagement que procure le retour de l'empereur. Second s'inspire notamment de l'Ode 5 du livre 4 d'Horace, et il oppose l'attente impatiente d'un peuple privé de son prince. Vous allez voir qu'il compare à des oisillons privés de leur mère, au réconfort apporté par la venue de l'empereur qui rend à la Belgique une lumière sereine et un soleil plus éclatant. Donc je vous lis la traduction à partir du vers 9. Désormais, au fond de sa tombe de larmes et de noirs chagrins, ta patrie reçoit la lumière rassérénante que lui rend son visage, et il semble que les jours aillent sous un soleil plus radieux.
lorsque la troupe des oisillons est laissée seule, quand la mère s'est éloignée de sa nichée pour chercher à manger, fidèle à ses petits, et tardant plus que de coutume, elle attend, piaillant encore et encore, scrutant sans relâche d'un regard intense les champs avoisinants, ou la lisière étendue de la forêt. C'est ainsi que, l'ayant trop longtemps désiré, la Belgique appela son César. C'est lui que, de ses vœux, c'est lui qu'elle réclama, offrant aux dieux encens et sainte prière. Donc je passe sur la métaphore des oisillons pour juste souligner que l'intertexte horatien se mêle à des réminiscences liturgiques, notamment à travers l'image du Christ lumière qui illumine la Belgique. Donc second honore fréquemment Charles Quint pour ce transfert d'empire, mais aussi comme protecteur des arts. Donc un exemple, dans l'épigramme 36, il évoque la bibliothèque royale de La Haye, qui a été constituée par l'empereur à partir d'un fonds qui lui avait été légué par le chanoine Jan Disserzoen van der Heer. Et il proclame ainsi, cette fois la Translatio Studiorum, donc transfert culturel, et il affirme que les Muses ont déserté les rives de l'Hélicon pour s'installer en Belgique. Et donc ce transfert des Muses en Belgique, il va être chanté dans de nombreux poèmes. Alors, un premier exemple figure dans l'élégie 1-9. Donc c'est une élégie que depuis Bruxelles, Second adresse à un de ses amis, poète aussi, qui est resté à Malines. Je vous le lis peut-être. « Moi, Bruxelles me tient, fameuse par les triomphes d'Auguste. » Alors Auguste, ici, c'est Charles Quint. « Versant de ses fontaines des eaux éternelles. Ici, je ne manque pas de poètes, charmante foule, ni d'auteurs estimés pour leur divin langage, dont la postérité reconnaîtra le difficile ouvrage et placera longtemps les noms dans la lumière. Ici, j'admire l'art antique en des bronzes vivants, et une foule en toge s'offre à mes regards. De nombreuses merveilles égalent celles des anciens, et celles qu'aujourd'hui envoie l'artiste Rome. Cette ville, vraiment, m'emporte en l'élégante Athènes. Ici, je suis vraiment au cœur de l'Ausonie. 1000 objets peuvent ici charmer mes yeux ou mes oreilles. » Et en effet, Bruxelles, je vais peut-être pas vous parler de Bruxelles d'ailleurs, donc vous comprenez en quoi ce poème est juste. Donc je passe sur tous les artistes, sculpteurs, architectes qui sont venus d'Italie à Bruxelles, et je dis juste peut-être un mot de cette troupe délicieuse de poètes dont la postérité fera briller les noms, qu'ils ne citent pas. Et on imagine que c'était ceux de ses amis en compagnie desquels il publie un certain nombre de poèmes de circonstances, donc des gens qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Donc Jean Leclerc, le destinataire du poème, Johannes d'Antiscus, qui est un ecclésiastique, diplomate, poète polonais, qui a notamment composé une sylve sur les calamités de notre temps, son temps, rédigé à l'occasion de la réconciliation entre Charles Quint et le pape, et puis des poètes étrangers qui se trouvaient alors à Bruxelles dans la suite de Charles Quint, par exemple le poète allemand Janus Alexander Brassicanus. Donc Bruxelles, Translatio Studii, Nouvelle Athènes, Nouvelle Rome. Autre occasion de chanter ce transfert culturel, la nouvelle, qui était fausse en fait, du retour d'Erasme en juin, retour d'Erasme donc en Belgique, en juin 1534. Et donc cette nouvelle
permet à Second de célébrer avec enthousiasme les productions du nord de l'Europe. Donc l'exil d'Érasme à Bâle, puis à Fribourg, avait privé le Brabant du plus digne représentant de l'humanisme qu'elle avait nourri. Et donc son retour, explique Second, est la condition nécessaire pour que les muses attachées à sa personne élisent leur nouveau séjour en Europe du Nord. Alors ce motif des muses exilées a été élaboré par Ovide dans Les Tristes. Il a été repris par Pétrarque lorsqu'il avait été chassé de Florence avec sa famille qui s'était installée en Provence. Et donc Second célèbre la Belgique comme séjour légitime des Pierrides. Alors, je vais peut-être passer sur le premier poème puisqu'il décrit les différentes muses qui se sont installées en Belgique. Donc c'est ce transfert culturel que l'organisation du recueil des élégies met en valeur en délimitant une communauté poétique européenne. Donc la thématique du transfert s'applique tout d'abord à Second, puisque Second, dans la deuxième élégie, est présenté comme le successeur d'Ovide. Elle s'applique à ses frères, et puis elle s'applique à d'autres poètes du Nord. Donc Dantiscus, le poète polonais dont je vous ai déjà parlé, Érasme, mais aussi Jean Strass, qui est un chanoine et poète d'Anvers, que Second, inversant le topos selon lequel les barbares viennent du Nord, va décrire en Espagne comme un éminent représentant de la culture latine qui est incompris par ces barbares espagnols. Enfin, la dernière élégie du recueil, l'élégie 3-18, fait l'éloge d'un poète allemand, Jean Ottinger, et c'est l'occasion pour Second de célébrer l'humanisme du Nord, donc représenté par des Allemands, Eoban Hesse, Georgius Logo, Caspar Ursinus Velius, Sabinus, donc Jean très fameux à l'époque et relativement oublié aujourd'hui, et enfin Érasme. Érasme présenté comme le modèle par excellence d'un transfert culturel réussi. Donc je vous lis les vers de ce poème qui sont consacrés à Érasme. Il m'a montré encore le doux poème d'Érasme sur la vieillesse, qui rappelle les vers de l'antique Flaccus, donc l'antique Flaccus c'est Horace, dont les Quirites, c'est-à-dire les citoyens romains, auraient souhaité qu'il fût né en leur ville. Tel d'un gosier tremblant chante le tendre cygne. Alors, la comparaison du poète et du cygne, elle se prête particulièrement bien à l'éloge de l'Ode de la vieillesse, qui est le poème le plus réussi, le plus connu d'Érasme, parce que le cygne était réputé pour le chant qu'il fait entendre au moment de mourir. Mais elle vise aussi à souligner ce transfert culturel. Pourquoi ? Parce que Horace utilise la périphrase « signe de Dircée » pour désigner Pindare, et que lui-même décrit sa propre transformation en un cygne éblouissant. Donc faire d'Érasme un cygne, c'est le placer dans la lignée de ces signes antiques, et notamment Horace, qui est mentionné dans le poème. Donc vous voyez que le recueil des élégies s'achève sur la célébration d'un transfert poétique réussi, conformément aux vœux de l'empereur Charles Quint, promoteur de la Renaissance des lettres et des arts dans le nord de l'Europe. Cependant, Second exploite aussi la composante affective de ces petites patries. Quand il explique dans le traité sur les lois la nature de son attachement pour Arpinum, sa petite patrie, Cicéron mentionne la maison paternelle, l'implantation ancienne de sa famille et le fait qu'il s'agisse de son lieu de naissance. L'épicurien Atticus justifie alors cet attachement, je cite, par l'émotion indéfinissable que l'on éprouve au lieu où subsistent les traces des êtres que nous aimons et que nous admirons.
Cette dimension affective s'exprime de plusieurs façons dans les poèmes de Second. Alors, il y a une première veine qu'on pourrait intégrer, qualifier de pittoresque, et qui relève en particulier de la poésie de catastrophe. Second fut ainsi particulièrement marqué par la grande inondation dite de la Saint-Félix, qui ravagea la Zélande et la Flandre le 5 novembre 1530. Son père était originaire de Zélande et son ami, le conseiller Gerardus Mulardus, avait été chargé par l'empereur de contrôler l'état des digues après le raz-de-marée. Il est possible que Second l'ait accompagné pendant cette mission, ou du moins qu'il ait reçu de Mulardus des informations en provenance directe de la région inondée. Quoi qu'il en soit, il réagit en composant immédiatement après l'événement une réclamation à Neptune qui constitue la Sylve 4. Je vous lis juste le début. Maître des eaux salées, frère du Tonnant, ô Neptune, à qui les vastes plaines aux flots errants et les royaumes bleuâtres sont échus en partage, souverain dans ta cour cristalline, quel grand dessein, vénérable père, médites-tu? Devons-nous attendre le retour du siècle de Pyrrha, des flots de Deucalion? Donc ça, c'est une allusion au déluge dans les Métamorphoses d'Ovide, suivi de l'apparition de nouveaux hommes. Faudra-t-il chercher un nouvel habitant pour la terre déserte? À crime, la Zélande est ensevelie sous la mer qui enfle, et puis très longue description du déluge. Donc on voit comment Second s'appuie sur des réminiscences littéraires, notamment sur la description ovidienne du déluge. Cependant, alors que d'autres poètes, par exemple le français Salmon Macrin, qui a composé une hymne sur les pluies et les orages, vont exprimer l'angoisse du chrétien face à une catastrophe naturelle qui pourrait exprimer le courroux d'un Dieu justicier. Second ne choisit pas de donner à son poème une tonalité chrétienne. Et donc la pièce s'achève par le rappel de l'inconstance de la fortune, thème majeur des Sylves. On voit qu'il s'agit surtout de donner une résonance affective à un événement traumatisant. Autre exemple, Malines. Malines, où son père fut enterré dans l'église Notre-Dame, et Malines qui est aussi le lieu des amours du poète avec une jeune femme qui s'appelle Julie. Dans l'élégie 1-9 que j'ai cité précédemment, Second oppose Bruxelles, vous avez eu la description de Bruxelles, donc patrie civique, impériale, à Malines. Malines où réside Julie, la femme qu'il aime. Et le sujet de l'élégie est résumé dans une lettre qu'il adresse, une lettre en prose, qu'il adresse au même ami, Pierre Leclerc, dans laquelle il déplore le paradoxe suivant. Bien qu'il se trouve dans la plus illustre des villes, en compagnie des hommes les plus savants, il ne réussit pas à profiter de ses charmes, obsédé qu'il est par sa passion. Et donc, il ne pense qu'à retourner à Malines, où il sera un peu plus près de sa maîtresse et où demeurent ses traces, vestigia, qu'on peut interpréter de plein de façons, mais peut-être comme des simulacres, des vrais simulacres à l'antique, que sa contemplation attentive lui permettra de retrouver. Autre occasion, l'exil. Les deux frères, Second et Nicolas Grudus, exilés à Monzón, sur le sol aride de l'Aragon, regrettent le paysage humide et fertile de la patrie en des poèmes qui se font écho. Et donc, ils opposent le paysage pierreux d'Aragon en été et la douceur idéale des contrées plus douces de leur petite patrie. Et donc, la Belgique devient ainsi le locus amoenus, le jardin idéal, et aussi
le lieu de la composition poétique. Et donc, je vous ai mis la fin de l'élégie 3.11, dans laquelle l'intertexte virgilien fait de la terre belge une nouvelle Arcadie propice à la composition poétique. Vous voyez qu'il est question d'un myrte, arbre de Vénus, qui connote l'élégie amoureuse, mais ce myrte, il est qualifié en latin de genialis. Alors, nous avons traduit genialis par fécond, mais c'est peut-être une erreur, et peut-être que ce terme genialis rappelle le genius, le dieu particulier à chaque homme qui veillait sur lui dès sa naissance. Donc, il faudrait traduire le myrte de mon lieu de naissance. Second pourrait faire allusion ici au discours que lui tient Cupidon à sa naissance, qui est rapporté dans l'élégie, la deuxième élégie du recueil. S'adressant au parc, le petit Cupidon annonce au poète une gloire chez les Belges comparable à la renommée qu'Ovide a ajoutée aux Péliniens, c'est-à-dire peuple italique, par ses amours. Cette élection divine, elle est surtout associée à La Haye. La Haye qui est la cité de naissance du poète et aussi le lieu où il a été initié à la poésie antique par son précepteur Rombaut van Steenmolen. Dans l'élégie 3.13, Second transpose à La Haye la scène topique d'élection du poète en faisant référence, je vous le résume, à une apparition du dieu Pan à lui seul, lorsqu'il était enfant. Et donc le passage est situé dans une invocation au satyre, à qui Second demande de lui indiquer comment s'est déroulé le voyage du cardinal Juan Pardo de Pavera, dont il est le secrétaire Juan de Pavera parti à Compostelle. Alors selon certains critiques, cette scène serait autobiographique et le poète se souviendrait de son enfance à La Haye. Et ce bois est en effet évoqué par Grudius dans une élégie, mais surtout par Second dans l'épigramme 47, qui est adressée à son précepteur, Rombaut van Steenmolen. Cet épigramme, je vous la lis, c'est celle qui se trouve en bas. J'ai résolu bientôt d'en chanter plus, quand La Haye, sous peu, nous tiendra tous les deux, que nous irons unis fouler le lieu dédié à Vénus et aux 9 déesses, où un tilleul largement éployé, ouvrant touffu l'éventail de ses branches, brise l'ardeur du soleil excessif. Donc les critiques belges, notamment Alfred Dekker, ont essayé d'identifier ce bois à La Haye. Donc Dekker a suggéré que les tilleuls sont ceux du Langevaarhout, donc il a lieu avenue imposante de La Haye, où se concentrent aujourd'hui ambassades et musées. Le tilleul figure aussi parmi l'essence du bois qui relie le centre de La Haye au domaine de Van Wassenaer. On a des descriptions d'époque qui évoquent des tilleuls. Donc Jean Second met l'accent sur cette nature inspiratrice du bois de son enfance. Or, les éléments descriptifs ne sont pas des éléments pittoresques. Le vers 16 rappelle à la fois un paysage de dialogue philosophique et le paysage de l'idylle par des réminiscences virginiennes. Pourquoi ? Le modèle, c'est le prologue du Phèdre de Platon qui décrit les bords de l'Ilissos ombragés par des platanes. Donc ces platanes sont sûrement plutôt métalittéraires. Et ce modèle a été transposé à Rome, qui reprend ce paysage de platanes dans son dialogue sur l'orateur. Par ailleurs, l'adjectif patoulos fait aussi songer à Tityre et à la première bucolique. Donc vous voyez comment Second ancre les motifs topiques dans la géographie de son enfance, tout comme Virgile a transposé dans la campagne romaine l'univers
sicilien de Théocrite. Alors, le modèle stoïcien de ce qu'on a appelé l'oikeiosis sociale, qui est exposé notamment dans le traité sur les devoirs, je vais vous expliquer ce qu'est l'oikeiosis, organise la société humaine en cercles concentriques de plus en plus larges, donc qui part de l'individu, de l'amour de l'individu pour lui-même, puis pour sa famille, puis ses proches, puis sa patrie, pour englober l'humanité entière. On peut reprendre ce modèle pour préciser les diverses façons dont Second investit la petite patrie. Tantôt, il met en relief un lien personnel. Tantôt, son attachement pour sa petite patrie résulte de son attachement pour des êtres chers, sa famille, ses amis, sa femme, la femme aimée. Tantôt, on ne peut pas distinguer, dans le cas de Bruxelles par exemple, la petite patrie de la patrie civique. Tantôt, le poète privilégie une communauté intellectuelle à un ancrage régional. Donc on voit que cette représentation de la petite patrie, elle répond à la fois à des motivations affectives et aux exigences du transfert culturel. Elle est le plus souvent évoquée sur un mode nostalgique, dans des élégies, et ça accentue le caractère fantasmatique de la représentation. Donc voilà pour la petite patrie. Donc il me reste un petit quart d'heure pour que j'essaie de vous montrer plus brièvement en quoi les poèmes érotiques contribuent aux ambitions politiques et patriotiques du jeune poète. Alors, premier élément de réponse, la prépondérance de la thématique amoureuse, elle résulte de son importance dans la poésie antique, néo-latine et vernaculaire, mais surtout de son succès auprès des lecteurs de la Renaissance. Second cherche à s'attacher les puissants, on l'a vu, par des poèmes d'éloge, mais la poésie érotique peut aussi se révéler un vecteur de promotion sociale en ce qu'elle est susceptible de séduire les grands dignitaires de la cour, séduire Charles Quint lui-même, et ça a marché, dont certains ne dédaignent pas de pratiquer la poésie. Le jeune poète chante ainsi parfois les amours de ses amis puissants et leur prête même sa plume pour écrire des poèmes d'amour adressés à leur maîtresse. Donc c'est dans cette perspective à la fois d'une séduction et d'un transfert culturel que je vous propose d'analyser la poésie érotique de Second. Donc, Second a illustré de très nombreux genres, et je ne vais pas tous les passer en revue parce qu'il me faudrait quelques heures, mais il s'est surtout essayé aux motifs qui étaient particulièrement goûtés de ses contemporains, avec qui il rivalise. J'ai pris un exemple qui est l'élégie de 4, qui illustre le couple antithétique du feu et de la neige. Et ce couple, on en a fait, Pierre Laurence en a fait, l'emblème du pétrarchisme en latin. Donc c'est un poème qui s'inscrit dans une série d'imitations d'une épigramme latine qui était intitulée « Boule de neige », qu'on a d'abord attribuée à Pétrone, qu'on a attribuée plus récemment à Ovide. Et cette épigramme que les humanistes connaissaient a séduit les poètes néo-latins italiens, notamment Cristoforo Landino, Ange Policien, Girolamo Angeriano, mais aussi des poètes français. Et donc, j'ai fait figurer le poème de Clément Marot qui s'intitule « Le Disin de neige ». Et donc, en choisissant ce thème, Second rivalise, imite le poème antique, mais rivalise avec les autres poètes de la Renaissance qui ont traité le thème. Donc, je vous lis peut-être juste, voilà, je vous le lis, ça va être rapide. « Ma chère Lydie frappa mon cœur d'une neige glaciale. Ses traits, pensais-je, sont exempts de flammes. Je me trompais. L'eau recelait des étincelles. Et une flamme aqueuse s'instille en mes veines. Las!
Comment sans péril esquiver ce brasier si nous craignons les eaux que le froid a durcies? Ce brandon né du froid, nul froid ne l'éteindra. C'est d'un brandon qu'il faudra espérer du froid. Embrasse-toi de pareil feu pour soulager mon triste amour, car ta froideur, dure lydie, blesse toujours. Vous voyez, série d'antithèses qu'on appelle hydropyriques, entre l'eau, le feu, le froid, le chaud, qui sont caractéristiques de la poésie pétrarchiste. Cette métaphore du feu, elle peut aussi prendre une valeur satirique. Par exemple, dans l'épigramme 46, qui adapte un adage d'Erasme. Feu, mer, femme, 3 mots. Ça, c'est la formulation d'Erasme, une sentence gnomique qui a pour source une sentence du poète grec Ménandre. Alors, cette association entre la femme et le feu, c'est un topos depuis le double récit du mythe de Pandore, imaginé par Hésiode, qui associe la création de la femme au vol du feu par Prométhée, et qui fait de la femme le châtiment de l'homme. Vous voyez comment Second confère à l'adage une forme épigrammatique en introduisant d'abord une interrogation qui prend à partie le lecteur, qui crée un effet d'attente et de suspense, qui va donc concentrer la pointe dans la deuxième partie du deuxième vers, qui s'appelle le pentamètre, deuxième vers du distique élégiaque. Et donc cette pointe, elle est concentrée sous la forme de 3 substantifs que rapprochent des parentés phonétiques, puisqu'ils commencent tous par la lettre F et comportent la labiale M. Donc une reformulation poétique de l'adage. Je vous lis notre traduction, on a fait ce qu'on a pu pour essayer de rendre au moins les F à l'initiale. Les M, on n'a pas réussi pour les 3 mots, mais peut-être que l'un d'entre vous en aura une brillante idée. Donc, quels sont les 3 mots les pires frappant l'humanité? Tu veux le savoir? En bref, femme, flamme, flot. Voilà, si vous avez un synonyme de flot avec un M, là on aura parfaitement rendu la prouesse poétique de Second. Alors Second accorde par ailleurs une importance particulière aux mises en scène qui font intervenir des divinités. Alors souvent Cupidon et Vénus, mais aussi des amours mythologiques. J'ai pris l'exemple, parce que ça a été aussi très amusant à traduire, de la Sylve 8, qui met en scène les amours malheureuses de la nymphe Écho et de Narcisse. Donc dans la Sylve, un voyageur se tient auprès d'Écho et l'interroge comme un oracle pour qu'elle lui révèle le moyen de se libérer de son amour. Alors son amour à lui, le voyageur. Dans cette Sylve, Second déploie sa virtuosité en cultivant des vers échoïques. Donc j'ai essayé de vous matérialiser les échos dans le latin en jaune et puis mes tentatives modestes pour les rendre. Donc je vous lis ma traduction. Là-bas, les yeux de ma maîtresse, laissés loin en arrière, ces 2 flambeaux célestes cesseront de me brûler. Et sa bouche rose, ses joues, de me tourmenter, hanter. Mais cette douleur sera légère et brève. Bientôt, se retrouvant privée de tout aliment, elle s'éteindra la première malgré tes mots contraires. Au contraire. L'amour est-il tellement amer? Bon, j'ai pas trop réussi, donc ça a donné telle la mer pour réussir à rendre l'homonymie. Pauvre de moi, les autres mots acceptent et apprécient les soins qui les guérissent. Seul l'amour n'est soulagé par aucun savoir-faire. Il ne cède pas aux incantations, ne cède pas aux drogues, il faudrait un S. Il méprise le conseil de l'ami fidèle, méprise les arguments des gens bien avisés qui savent ce qu'il est. Ces vers échoïques sont illustrés dans plusieurs textes du corpus antique. Le plus fameux,
c'est le récit de la rencontre entre Écho et Narcisse, au 3e livre des Métamorphoses d'Ovide. Et dans ce passage virtuose, la nymphe tente de séduire le jeune homme en répétant ou en tronquant les derniers mots de ses répliques. Cependant, le texte qui a suscité la mode du dialogue en Écho à la Renaissance, c'est plutôt une épigramme de l'anthologie grecque, due à un certain Goradas, dans laquelle un jeune homme amoureux sollicite l'aide d'Écho. L'humaniste italien Ange Policien la traduisit en latin, l'imita en italien et donna un coup d'envoi en Europe à toute une série de vers échoïques. Les poètes essayaient de rivaliser pour montrer leur savoir-faire. Donc, je vous renvoie à la notation de notre édition pour l'identification des nombreuses sources, mais pour vous montrer comment ça s'inscrit dans ce processus de transfert culturel, j'ai retenu juste 2 exemples que je ne vais pas vous lire, mais pour vous montrer qu'ils existent. L'écho amarré-marré, qui est utilisé par Second, il figure déjà dans le poème que vous voyez, qui est un poème anonyme très diffusé. Alors malheureusement, on a du mal à l'attribuer, donc on l'a attribué à Bembo, à Navagiro, à d'autres. On le retrouve aussi dans un manuscrit musical italien des années 1520, qui circule beaucoup. Donc, premier poème que Second devait connaître. Et puis, un autre poème, un autre écho, est celui de Georg Schuler, dit Sabinus, que Second mentionne dans l'élégie 318, parmi les poètes allemands qui rivalisent avec les anciens. Et là, on retrouve l'écho clamat amat et amoré, morae, mais qu'on prononce moré. Sabinus cite son propre écho dans son traité sur l'art de composer des vers, et il précise qu'il s'agit d'une imitation du colloque d'Erasme intitulé Écho. Donc vous voyez comment ces thèmes circulent, et comment traiter ce motif-là, c'est aussi une façon pour Jean Second de s'inscrire dans l'adaptation du colloque d'Erasme. Donc vous voyez une mise en œuvre du transfert culturel qui est revendiqué dans les poèmes dont je vous parlais auparavant. Alors, pour finir, quelques mots des baisers, puisque c'est le recueil le plus connu de Second. Donc, je vous ai dit qu'il illustrait tous les styles de la poésie érotique. Son innovation a consisté à faire du baiser, qui jusqu'alors était un motif poétique, traité par Catulle, par Martial, présent dans l'anthologie grecque, donc il n'invente rien, il y a des poèmes qui sont des baisers, mais son innovation, c'est qu'il prépare une collection de baisers, donc ça va devenir un recueil de 18 baisers, et dans son recueil, le poète prend un soin particulier pour faire varier les maîtres, pour faire varier les modèles imités, les tonalités, alors de la veine la plus obscène à la fusion mystique néo-platonicienne avec le motif de l'échange des âmes dans le baiser. Le manuscrit des baisers a été présenté en février-mai 1534 à la cour de Charles Quint à Tolède. Et le succès a été immédiat. Donc, on peut bien dire que ces poèmes ont contribué au succès, non seulement au succès de Second, mais à l'affection que lui a témoigné l'empereur, et peut-être contribué à ce qu'il soit employé comme secrétaire. Alors cette entreprise, cette accumulation de baisers, n'allait pas tout à fait de soi dans un milieu profondément enraciné dans le catholicisme. Les baisers de Second ont fait l'objet d'interprétations multiples. Je ne vais pas toutes vous les présenter, quelques-unes pour vous montrer à quel point c'est différent. Florence Villemier-Laurence, par exemple, analyse le recueil comme une préfiguration de la tentative opérée par un auteur postérieur, Francesco Patrizzi, pour légitimer philosophiquement la sensualité contre le philosophe néoplatonicien Marcille Ficin.
Perrine Galland, dans notre édition, a développé la thèse selon laquelle le recueil montre, au contraire, les imperfections du baiser terrestre et envisage l'impossibilité fondamentale de l'union érotique. Je vous donne quelques-uns de ces arguments. L'idée serait que l'expérience biographique de Second, donc une expérience biographique des limites de la relation érotique, qu'il évoque dans sa correspondance, rencontre dans le recueil le bon sens pratique et la morale courante de son milieu bourgeois, tel que les lettres les révèlent, tel aussi que les enseignaient les emblèmes d'Alcia ou ceux de son disciple Barthélemy Anneau. Donc je vous ai mis un emblème de Barthélemy Anneau qui s'intitule « L'accouplement est nuisible ». Et dans cet emblème, Anneau associe l'image du serpent à une autre image emblématique de l'union érotique, celle du lierre qui embrasse un arbre. Je vous traduis l'emblème, qui est en latin. Le lierre serpentin qui embrasse l'arbre élevé fait mourir à petit feu la souche qui le soutient. De même, une maîtresse effrontée, plus belle que le blanc lierre attaché à lui de ses souples bras, fait périr d'un amour lascif celui qu'elle a une fois embrassé, suçant ses forces et son sang. Alors, dans le baiser 2, sur lequel je vais passer pour qu'on puisse terminer, Second convoque de même l'image du lierre et de l'embrassement serpentin pour décrire un baiser mortel. Alors, un baiser mortel plus positif, puisqu'il s'agit de s'embrasser éternellement aux enfers. Donc, c'est plutôt l'idée du baiser d'éternité. Donc, à l'éternité de la petite mort souhaitée par Second, Anneau substitue la coloration satanique presque d'une strangulation vampirique. Donc, ce rapprochement conduit à s'interroger sur l'interprétation du baiser 3, par lequel je vais terminer mon exposé. « Donne-moi un baiser, réclamai-je, ma douce. Tes lèvres aussitôt frôlent mes lèvres, comme on saute apeuré au toucher d'un serpent, ta bouche soudain s'arrache à ma bouche. Ce n'est pas là donner un baiser, ma lumière, juste l'envie cruelle du baiser. » Alors, je vais vous épargner les multiples intertextes. L'image du serpent, elle est en réalité empruntée à une comparaison épique qu'on trouve chez Homère, chez Virgile, et elle illustre l'intensité de l'épouvante. La question, et c'est une vraie question, est comment interpréter la présence du serpent ici? Est-ce qu'il faut, ou pas, lui conférer une valeur diabolique? Est-ce qu'il symbolise, ou pas, le péché de chair? Si tel est le cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne trouve pas dans le recueil de condamnation de l'accouplement. En revanche, Second rappelle à plusieurs reprises que ces baisers sont chastes et inoffensifs. Vous allez le voir, c'est souvent très ironique. Dans le baiser 12, il congédie ironiquement les mères de famille et les jeunes filles, jugées moins chastes que sa maîtresse, Néère, qui préfère, je cite, « un petit livre sans mantule à un poète sans mantule ». Dans l'épigramme 24, il se défend au contraire face aux femmes de petite vertu qui se moquent, je cite, de sa queue languide, languiduli penis, affirmant qu'il écrit pour les jeunes fiancées sans expérience. Le recueil est donc légitimé, et probablement ironiquement, comme un manuel d'initiation matrimoniale. Donc cette mise en réseau des poèmes de Second manifeste la richesse des résonances appelées par chaque poème, mais aussi les difficultés que pose le principe même de la composition
en réseau. Et il nous faut souvent humblement reconnaître, enfin moi je le reconnais humblement, notre incapacité à trancher entre les différentes interprétations appelées par les rapprochements avec les œuvres contemporaines. Et vous me direz ce que vous pensez de ce serpent, mais vous ne serez probablement pas tous d'accord sur l'interprétation à donner à ce serpent. Donc on retiendra pour conclure que l'imitation des anciens et l'émulation avec les poètes néo-latins s'inscrivent chez Second dans la perspective d'un transfert culturel revendiqué par les poètes du Nord, stimulé par l'empereur Charles Quint, et contribue donc à la promotion sociale du poète. Et je m'arrêterai là pour qu'on puisse discuter.